Madame, Monsieur, bonsoir. L'avenir des élections en Libye sur fond d'une réunion décisive à Bousneka au Maroc, c'est ce que nous discutons dans notre épisode de ce soir. Une nouvelle fois, le Royaume accueille une rencontre entre les différentes factions libyennes pour le dialogue. Ainsi, cette commission mixte 6+6 réunie à Bousneka a été chargée par la Chambre des représentants et le Haut Conseil d'État libyen pour préparer des lois devant encadrer les prochaines échéances législatives et présidentielles en Libye, en suivi bien sûr de la feuille de route annoncée fin février dernier par l'envoyé onusien Abdallah Batili. Le Maroc a toujours prôné le dialogue et la solution politique pour sortir la Libye du chaos dans lequel le pays est plongé depuis 2011. L'approche marocaine est unique en effet dans le sens où aucun parti n'est pris, sauf celui du processus de règlement. Pour Rabat, la question de légitimité en Libye ne sera résolue que par des élections. Le Royaume a ainsi accueilli 5 cycles de dialogue entre les partis en conflit en Libye depuis 2015. Ils ont abouti, rappelez-vous, en janvier 2021 à la conclusion d'un accord sur le mécanisme de prise de position souveraine. Cet accord a été appliqué à 2 postes de souveraineté sur 7. À quelques semaines donc d'une échéance en vue d'organiser des élections en Libye, sur le terrain, 2 gouvernements se disputent le pouvoir, et ce depuis plus d'1 an maintenant. L'un installé à Tripoli, à l'ouest, et dirigé par Abdelhamid Beibah, et l'autre dans l'est, soutenu par le très puissant maréchal Khalifa Haftar. Quels sont les scénarios plausibles à la lumière de la réunion qui se tient en ce moment même à Bousneka? Et puis, une autre question sur l'avenir de cet accord sur les lois électorales, si toutefois il y aura ou pas consensus, en tout cas tous les scénarios plausibles. C'est dans cette émission que nous les discuterons en compagnie de nos 2 experts. Avec moi sur le plateau, professeur Ali El-Harichi, bonsoir. Bonsoir. Je rappelle que vous êtes doyen de l'Institut des sciences politiques, juridiques et sociales de l'Université Moundiapolis. Bienvenue à vous. Merci pour l'invitation. Et j'ai le plaisir d'accueillir cette fois en distanciel professeur Nabil Adel, directeur du groupe de recherche en géopolitique et en géoéconomie de l'ESK. Bonsoir Nabil Adel, merci de vous joindre à nous. Bonsoir. Depuis l'accord de 2015, messieurs, et je commencerai par vous, Ali El-Harichi, quelles avancées sur ce dossier libyen? Il faut dire que ça a pris beaucoup de temps, puisqu'on est en 2023 et l'accord il remonte à 2015, mais il faut dire quand même que le Maroc a contribué, contribue toujours pour essayer de trouver une solution. Aujourd'hui, on parle, vous avez tout à l'heure évoqué les élections législatives et aussi les élections présidentielles, mais c'est l'accord entre donc, le Haut Conseil d'État et le Parlement, et puis nous avons aussi 2 gouvernements. Donc la dernière, si vous voulez, je dirais pas résolution, mais celle de l'envoyé des Nations Unies, donc le rapport qui a été fait en février de cette année-là, et ils ont essayé de trouver un groupe de haut niveau pour essayer de trouver une solution, parce qu'il faut d'abord élaborer une loi électorale vis-à-vis de la Constitution, là où il y a une problématique entre si vous voulez, toutes les parties prenantes. Ce que les Nations Unies ou le représentant donc du secrétaire général a essayé de faire, c'est de mettre toutes les parties prenantes, que ce soit les partis politiques, les femmes, les jeunes, pour essayer d'écouter tout le monde et pour sortir avec une solution, parce qu'il faut dire que le drame de la Libye, il dure depuis au moins maintenant 12 ans. Depuis 2011, depuis 2011, c'est 12 ans, c'est un pays déchiré, c'est un pays en plus, les répercussions sur le pays et sur la région, donc c'est une instabilité et il faut que la stabilité et la paix reviennent à ce pays-là. Et pour qu'il n'y ait pas de phénomène de contagion, il y a beaucoup de phénomènes qui ont malheureusement... Parce qu'il y a les ondes de choc de ce conflit libyen qui ne s'arrêtent pas aux frontières de ce pays, on le vit déjà. Alors, Nabil Adel, on a cette rencontre, la rencontre qui se tient donc à Bousneka. Déjà, on parle d'une commission 6+6. Que signifie ce 6+6? Elle est donc chargée d'élaborer des lois électorales. Mais quand on parle de lois électorales, de quoi il s'agit? Est-ce qu'on parle de nombre de sièges? De quoi s'agit-il? Juste pour qu'on comprenne et qu'on rapproche davantage nos téléspectateurs de ce qui est en train de se discuter ici, ou en tout cas à côté, à Bousneka. Vous avez 2 éléments. Vous avez l'élément formel et vous avez l'élément de fond. Alors, sur la forme, c'est effectivement les découpages, le compte de scrutin, qui a le droit de se présenter,
présenter, le partage de pouvoir, les règles du jeu en matière électorale. Mais dans le fond, ce qui faisait bien, nous avons une seule question sur laquelle bute ces lois électorales, c'est est-ce que le maréchal Haftar aura le droit ou pas de se présenter. Ça tombe du question de ça. Nous avons quelqu'un qui a la force militaire, qui a le soutien de plusieurs pays, qui contrôle une bonne partie du territoire libyen, mais qui, selon les accords et les discussions entamées jusqu'à présent, n'a pas le droit de se présenter. D'abord parce qu'il vient d'un background militaire, et puis parce qu'il est binational. Il est libyen et américain en même temps. Et donc, mais c'est quelqu'un qui détient le pouvoir, détient la force militaire, et qui ne se voit pas, après tant d'années de sacrifices, se retrouver en dehors du jeu de pouvoir, juste pour des questions d'accord sur le mode de scrutin, sur qui a le droit de se présenter, qui n'a pas le droit de se présenter. Et donc, le blocage se situe à ce niveau-là. Vous avez, de l'autre côté, vous avez un gouvernement qui a l'appui de la communauté internationale, qui a la légitimité politique. Qui est cette communauté internationale dont vous faites référence? D'abord l'ONU. C'est un gouvernement qui a le soutien de l'ONU et de plusieurs pays. Mais c'est un gouvernement qui n'a pas le pouvoir, qui n'a pas la force militaire. Et donc, voilà le cœur de la crise libérienne. Les discussions à Bosniaqa et à Srera permettent de rapprocher les différentes parties, mais en dehors de ça, c'est un jeu de but. Parce que chaque partie au conflit continue de soutenir son camp, même si dans les réunions formelles, on s'accorde à chasser les intrus, à vider la Libye des mercenaires, à ne plus armer les factions illégitimes, mais dès que les réunions s'achèvent, là, chacun reprend sa vie politique et continue de soutenir les factions armées, et puis pour maintenir le statu quo, parce qu'on sait que celui qui détient les armes va imposer sa volonté en Libye. Aujourd'hui, il est hors de question pour certaines parties de désarmer le maréchal Haftar, parce qu'il est le garant d'une certaine stabilité en Libye, surtout qu'il contrôle la région riche à l'est de la Libye. Mais aujourd'hui, c'est quelqu'un dont on ne veut pas, mais malheureusement, c'est celui qui a la force militaire. Et toutes les lois électorales sur lesquelles on va se mettre d'accord, si elles n'ont pas l'aval de Haftar et de ceux qui le soutiennent, elles vont rester récemment. Alors, mais pourtant, cette feuille de route donc élaborée avec cet envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU pour la Libye, il y a eu concertation, mais pas consensus. Il n'y a pas de consensus étant donné que le problème de la Libye, c'est qu'il y a les Libyens et il y a mon collègue a parlé de la communauté internationale. Voilà. Je dirais les interventions ou les intérêts de certains États au niveau de la Libye. Qui soutient qui? C'était une des questions que j'avais préparées. Justement, mot pour mot, qui soutient qui? Voilà. Parce que si on parle de la Libye, quand on parle du maréchal Haftar, qui le soutient? Quels sont les pays qui le soutiennent et quels sont les autres pays qui soutiennent, qui s'inscrivent dans ce que vous voulez, ce que veut la communauté internationale et ce que veut le peuple libyen. En fait, le peuple libyen qui veut vraiment des élections, qui veut choisir ses représentants. Le problème, c'est que c'est au niveau celui qui a les armes, qui a aujourd'hui le pouvoir. Il y a un gouvernement élu, si vous voulez, et qui a le soutien d'une partie, de la communauté internationale des Nations Unies, parce que c'est des élections. Occidentale aussi, surtout. Voilà, l'Occident. Et de l'autre côté, il y a quelqu'un qui a les moyens, qui a les armes, c'est-à-dire le pouvoir, parfois, il se prend malheureusement pas seulement par les urnes, mais par les armes. Donc, et c'est la problématique de la Libye, et d'autant plus que les enjeux, parfois, libyens, ce sont d'autres pays qui ont des intérêts au niveau de la Libye. La Libye est une des portes de l'Afrique. La Libye est un des pays, c'est-à-dire qui est assis sur le pétrole, le gaz, c'est le 4e ou 5e producteur mondial. C'est une frontière qui est aujourd'hui devenue perméable pour la migration. Quand on parlait de la migration illégale au niveau de l'Europe, on parlait des frontières occidentales. Maintenant, c'est la voie orientale qui passe par la Libye parce qu'il n'y a pas, si vous voulez, il n'y a pas d'État aujourd'hui structuré qui défend d'abord les nationaux et qui défend les frontières. Donc l'Occident. Qui soutient le maréchal Haftar? Bon, il y a des États. Les armes, elles ne tombent pas du ciel. Bon, il faut dire que les armes ne tombent pas du ciel, mais il faut dire que Kadhafi, avant, c'était un président qui avait fortement armé la Libye.
malheureusement, ces armes qui étaient au niveau de la Libye au moment du règne de Kadhafi, d'une part, ils ont causé un grand problème, ce qui est le Sahel. Ce sont des grands, qui a été à la tête de MNLA, Mouvement National de la Libération de l'Azawad, qui sont revenus avec des armes au niveau du Sahel. Et il y a eu donc la rébellion au niveau du Sahel, que nous connaissons, et il y a eu tout ce qui est arrivé après, l'AQMI et autres. Et en même temps, les armes sont aussi restées entre les mains de certains Libyens, bien qu'ils soient binationaux, et c'est à ce moment-là que ces gens, et c'est pas des armes légères, c'est de l'artillerie lourde que possède donc le général. Mais il y a aussi les intérêts d'autres pays. On parle de certains pays arabes, on parle des Émirats, on parle aussi de la Turquie. La Turquie soutenue par la Tunisie? La Turquie soutenue par la Tunisie. Est-ce que la Tunisie est vraiment neutre? Parce que là, on parle d'intervention de pays autres que ceux de la région. On va revenir bien sûr au rôle que joue le Maroc, et là vraiment qui fait un peu exception par rapport aux autres pays qui interviennent dans ce conflit libyen, enfin je veux dire, ou plutôt dans l'issue de ce conflit libyen. Mais il y a la Tunisie qui est mitoyenne. La Tunisie, c'est le voisin mitoyen et qui subit la conséquence de ce qui peut se passer en Libye. En fait, la Tunisie n'a pas les moyens de se tenir un régime où il préfère avoir peut-être un régime politique élu, mais il n'a pas les moyens de soutenir c'est-à-dire il n'a pas les moyens militaires pour soutenir un régime ou un autre. Mais pour la Tunisie, la stabilité passe par la stabilité de la Libye, parce que toutes ces armes-là, toutes ces factions, parce que là on parle de mercenaires, on parle d'armes, et puis il n'y a pas de contrôle. Donc la Tunisie n'a pas les moyens de se défendre, si vous voulez, par rapport à ce qu'on peut appeler la contagion de ce qui se passe en Libye aujourd'hui. Et il y a aussi d'autres pays. On a vu, si vous... Mais on parle de ce triptyque Turquie, Tunisie, Libye. La Tunisie, elle va se tenir, si vous voulez. Entre guillemets, je vais vous dire, il va suivre ce que fait l'Algérie, puisque l'Algérie c'est aussi un grand voisin de la Libye. Donc aujourd'hui, on voit vraiment parfois les décisions de la Tunisie s'inscrivent sur la voie de ce que fait l'Algérie. Mais il n'a pas un poids à apporter par rapport, même si c'est le voisin immédiat, si vous voulez. Et même du temps de Kadhafi, il a été envahi par une partie donc à Saqiet Safi, je pense, et c'est le Maroc, c'est en 1982 où le roi, le défunt Hassan II, avait dit que le Maroc allait défendre la Tunisie si une partie de la Tunisie a été envahie. Donc il n'a pas les moyens militaires pour soutenir c'est-à-dire un régime ou un autre. Elle est plus... sa place est hypothétique, c'est-à-dire par rapport à ce qui se passe en Libye. Mais il y a d'autres acteurs. Alors, on a parlé de la Turquie, il y a l'Arabie Saoudite, les Émirats arabes unis, il y a l'Égypte, à un certain moment, il y avait le Qatar. Et on se rappelle ce qui s'est passé parfaitement en 2017, le désaccord qui existait entre le Qatar et le triptyque Arabie Saoudite et Émirats et l'Égypte. Et parfois, c'était par rapport aussi à la question et au positionnement par rapport à la question libyenne. Il y a aussi l'Occident. L'Occident, moi je me rappelle une très bonne phrase que j'avais écoutée, quand la France a voulu, enfin, si vous voulez, avec Sarkozy, démocratiser la Libye, il a ouvert les voies de l'immigration. Ce n'est ni la démocratie qui est arrivée, mais ce sont les frontières qui se sont ouvertes, et on a presque 3 000 à 3 500 personnes parfois qui arrivent par mois en Italie. Donc, toutes les conséquences, donc l'Occident, il a intérêt que la Libye soit stable parce que ses frontières sont devenues poreuses pour l'immigration. Malheureusement, on a vu aussi, on avait parlé de l'esclavage, si vous vous rappelez, parce qu'il y a un état de non-droit. Donc, aujourd'hui, les Libyens veulent sortir de cette, je dirais pas poudrière, mais de tout ce qui se passe en Libye pour revenir à un État stable où il y a un gouvernement, un parlement élu par le peuple libyen pour pouvoir gérer leurs affaires et gouverner un État comme il se doit au XXIe siècle. Alors, le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU présent à Bouzneqa, quel signe, quel symbole cela envoie-t-il? D'abord, le symbole que le Maroc est devenu aujourd'hui non seulement un acteur géostratégique, mais un acteur qui contribue
au compromis et à la stabilité de la région. C'est-à-dire que le poids du Maroc, il est très important pour la stabilité et pour la sécurité de la région. Parce que quand on parle de la Libye ou du Sahel, si vous voulez, ou le Maroc, il est le garant de la sécurité de tout le pourtour méditerranéen. Parce que là, on est en Afrique, mais aussi en Europe. Donc, les deux continents sont touchés. On voit, quand je parlais tout à l'heure de la migration, et qui part de l'Afrique, mais aussi qui arrive en Europe. Le Maroc est un garant de la sécurité de cette région, sans oublier que quand on parle de la Libye, il y a d'autres enjeux, c'est les enjeux des énergies fossiles. Aujourd'hui, avec ce nouvel Mais est-ce que ce n'est pas mondial... ces énergies fossiles aussi qui accentuent les divisions au sein même des factions libyennes? C'est sur le contrôle aussi de qui. Bon, on a dit tout à l'heure qui soutient qui, mais qui va profiter de quoi finalement? Il y a aussi autre chose. Il faut dire que malheureusement, sous le règne de Kadhafi, il y avait ce qu'on appelle un État, ce qu'on appelle populaire. C'est un État avec des tribunaux populaires. Il n'y avait pas d'institution réellement au niveau de la Libye. C'est pour cela qu'après la chute, l'État n'a pas pu reprendre, n'a pas pu faire la transition qu'il aurait fallu qu'il fasse, comme les autres États l'ont fait après, entre guillemets, ce printemps arabe. Mais il y a une autre particularité au niveau de la Libye qui est très importante et qui a été prise en considération par les Nations Unies. Il y a des tribus. Des tribales. Ces tribus-là, c'est-à-dire la position des tribus et des chefs de tribus, elle est très importante dans la prise de décision. C'est-à-dire on ne peut pas faire des élections. Parfois, il faut faire ce qu'on appelle... Bon, pas du quota, mais c'est dans ce genre-là, l'Inde le fait avec les communautés pour avoir une démocratie. Donc, ce problème des tribus et où se trouve dans quelle région se trouve le pétrole. Donc, il y a beaucoup d'enjeux, beaucoup d'acteurs et de facteurs qui font que la situation en Libye reste vraiment très difficile. Le Maroc, alors, pour revenir, il a proposé ce qu'on appelle aujourd'hui en sciences politiques ou dans la géopolitique le compromis. Aujourd'hui, on ne va plus à l'affrontement. Chercher un compromis, un consensus où on se met à table et chacun essaye de baisser. On ne va pas tout prendre, et on va se mettre d'accord pour une réconciliation, une vraie transition. Parce que faire une transition pour une transition, d'ailleurs je pense que même c'est le ministre des Affaires étrangères qui en avait parlé, marocain, faire une transition pour une transition ne sert à rien. Les transitions démocratiques peuvent durer peut-être des années, des dizaines d'années, mais là, il n'y a pas l'ombre, parfois malheureusement, si tous ces acteurs ne se mettent pas tous à table pour pouvoir trouver une vraie solution et qui ne peut passer que par les urnes, où toutes les communautés ou les tribus ou les acteurs politiques, soit leurs paroles ou leur vision soient prises en considération. Alors, je vous fais peut-être réagir, Nabil Adel, vous êtes de retour parmi nous. Quand on parle de l'interventionnisme de beaucoup d'États finalement, est-ce que cela présagerait une sortie de crise comme le prône le Maroc via le dialogue? Ou au contraire, tant qu'il y a ces interventions étrangères, eh bien, on ne finira pas de ce chaos et puis c'est comme un cercle vicieux dont les événements malheureux se répéteront tant que les Libyens ne décideront pas finalement eux-mêmes de leur sort. Écoutez, je pense que l'intervention de plusieurs puissances étrangères ne ferait qu'aggraver le problème. Aujourd'hui, le maréchal Haftar est soutenu par la Russie, l'Égypte, les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite, et le gouvernement de Tripoli soutenu par l'ONU, les États-Unis, le Qatar, la Turquie, et bien sûr le Maroc. Alors aujourd'hui, le problème se pose sur les conséquences du printemps arabe. C'est que pour ceux qui soutiennent Haftar, ils veulent un homme fort, à l'image du maréchal Sissi en Égypte, pour empêcher que les frères musulmans reviennent par la voie des élections. Or, la communauté internationale veut que le peuple libyen puisse s'exprimer sur son propre sort. Et donc là, nous avons ce paradoxe. C'est qu'effectivement, on sait que les urnes peuvent ramener les frères musulmans, ce que beaucoup de puissances ne veulent pas. Et ils continuent de soutenir un homme fort, un homme à l'image de Sissi en Égypte, qui leur garantit au moins que les
l'islam politique ne reviendra pas aux gens. Et d'ailleurs, c'est une position qui est soutenue en douce par la France. Il faut savoir que la France est plus du côté de Haftar que du côté de l'ONU des États-Unis. Donc nous sommes dans cette configuration où aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a les armes, et malheureusement, on peut tenir des réunions comme celle de Bosnie-Herzégovine pendant longtemps, même si ça aboutit à des élections, à un gouvernement, tant que c'est quelqu'un qui a les armes et que ces armes ne sont pas remises à une armée régulière sous le contrôle d'un gouvernement civil, on va toujours avoir cette instabilité en Libye, on va avoir une démocratie de façade, où vous allez avoir des gens qui sont élus mais qui n'ont pas le pouvoir. Et donc, le film va continuer. Donc, le problème ne se pose pas au niveau de ceux qui discutent, à Bosnie-Herzégovine ou ailleurs, mais de ceux qui sont derrière eux. Et tant que ces personnes-là ne tombent pas d'accord, mais est-ce qu'on peut parler d'un consensus régional? Est-ce qu'il y a moyen? Est-ce qu'il y a... on peut envisager, parce que effectivement, vous avez parfaitement raison de le souligner, il ne peut y avoir issue de crise s'il n'y a pas consensus de la communauté régionale d'abord, mais aussi internationale. Mais concrètement, enfin, ou de manière réaliste, est-ce que, sincèrement, on peut envisager cela? Parce que c'est une question d'enjeu, et on ne peut pas se mettre tous d'accord sur les enjeux. On peut peut-être partager le gâteau, mais se mettre d'accord sur les mêmes enjeux, parce qu'ils sont communs, moi, je me pose une grande question sur cela, quand même. C'est difficile. C'est difficile de mettre tout le monde d'accord pour une raison très simple, c'est que les intérêts sont divergents. Et la crise d'Ukraine a accentué cette divergence, puisque l'une des parties qui soutiennent Haftar est la Russie à travers le groupe Wagner, et donc ne chercherait pas une solution qui avantagerait le camp en face. Donc chacun, nous sommes arrivés à un point où seule une situation de rapport de force permettra de résoudre le problème. Alors je rappelle qu'en 2019, Haftar a essayé d'imposer cette nouvelle réalité en fonçant droit sur Tripoli, et il a été arrêté par une intervention étrangère, malheureusement, celle de la Turquie. Alors, une intervention qui a été dénoncée par beaucoup de pays, mais sur le terrain, les pays qui ont dénoncé l'intervention de la Turquie sont les mêmes pays qui sont en train d'armer Haftar et de soutenir le groupe Wagner. Donc aujourd'hui, la situation n'est pas prête d'évoluer dans un sens qui est favorable au peuple libyen tant qu'il y a ce rapport de force. Et ce rapport de force ne peut pas être résolu par le consensus, parce que chacun compte sur ses positions. Il y a des gens qui vous disent, si on fait des élections, on va voir le frère musulman et l'islam politique arriver au pouvoir. Les autres disent, mais on ne peut pas donner le pouvoir à l'armée parce que ça va entraîner le pays dans un cycle de violence. Et d'ailleurs, je rappelle que l'ancien envoyé spécial à la Libye avait démissionné. Je pense que Hassan Salamé avait démissionné de son poste en 2020 pour cause de stress. Parce que c'est un dossier qui est extrêmement stressant et chacun compte sur sa position. Et donc aujourd'hui, ce que fait le Maroc est très intéressant parce que le Maroc, qu'est-ce qu'il dit? Laissons-les parler. En parlant de laissons-les parler, qui sont-ils? Est-ce que tous les protagonistes... Non, laissons-les parler, je parle des Libyens. Oui, mais justement, les Libyens qui sont présents, oui. Qui sont les protagonistes qui parlent maintenant? Pardon? Qui sont les protagonistes qui parlent aujourd'hui? Non, vous avez les mêmes protagonistes. Vous avez le gouvernement de Tobruk et Tripoli. Maintenant, s'il n'y a pas d'intervention étrangère qui alimente un camp ou un autre, ils finiront par se mettre d'accord. Maintenant, quand vous êtes dans une table de négociation et en sortant, vous devez en référer à ceux qui vous soutiennent pour prendre une décision. D'ailleurs, on a vu le maréchal Haftar quand il était parti en Russie pour, je pense, c'était en 2019. Et où il devait signer, et le soir même, il a pris l'avion, il est rentré sans signer, parce que ses soutiens ne lui ont pas donné le feu vert. Et donc, c'est ce qui complique le problème, c'est que quand on laisse parler entre eux, ils finiront par trouver un accord, mais si quelqu'un, à la sortie, s'en référait à celui qui à son mandant, le problème devient plus compliqué, parce que chacun intègre ses propres intérêts. N'oublions pas qu'au-delà de la partie pacification en guillemets de la Libye, vous avez le problème et le gâteau juteux de la reconstruction. Et donc, chacun va essayer de tirer la couverture vers les entreprises de son pays et essayer d'avoir le plus gros du gâteau. N'oublions pas que c'est un pays qui est en hydrocarbures.
Donc, c'est. En parlant d'hydrocarbures, et j'ai posé la même question. J'ai posé la même question à un professeur Al-Harichi et Nabil Adel. La question du revenu pétrolier est vraiment un poison dans les relations entre Tripoli et l'Est libyen, bien évidemment. Alors, est-ce que vous pensez, et selon certains observateurs, ils parlent d'un système fédéral pour une répartition plus équitable des revenus pétroliers? Est-ce que vous pensez que le recours à un système fédéral pourrait éventuellement sortir aussi, enfin pourrait être une solution viable? Non, en fait, ceux qui parlent de système tribal ne connaissent pas vraiment la Libye. La Libye, c'est un pays de tribus. Oui. Et un pays de tribus. Oui, c'est ce que je dis, parce que plusieurs tribus, justement, s'estiment laissées pour compte et réclament un partage plus équitable de la manne pétrolière. Alors, justement, tant que vous n'avez pas un homme fort pour réunir les tribus, vous allez avoir l'implosion du pays. On a vu ça avec Soudan, qui tenait le pays du main de fer. Avec sa disparition, c'est un dictateur, tout ce qu'on peut lui reprocher, mais il tenait le pays du main de fer. Kadhafi, même avec son caractère un peu hurluberlu, mais il tenait le pays. Donc, les pays qui ont une forte dimension tribale, il leur faut soit une monarchie qui les unit, soit un homme fort. Mais le problème de l'homme fort, c'est quand il disparaît, le problème est reposé. Donc, quand on est dans une configuration tribale, seul un homme fort et un pouvoir centralisé peut permettre de tenir le pays. Parce que mais pas un système fédéral. Pas un système fédéral. Pas un système fédéral. Non, d'accord. Je pense fédéral. qu'Ali El-Harichi a un autre avis sur cette question. Avant que je vous laisse finir, peut-être juste le faire intervenir. Alors, rapidement, un système fédéral suppose que les pays a suffisamment de maturité en termes d'institutions, en termes de maturité politique, en termes de règles claires de partage du pouvoir entre le centre et la périphérie, une armée qui est régulière, qui ne prend position pour aucune des factions. Mais si demain une autonomie aussi. Vous parlez. Oui, en fait, c'est ce qu'on est en train de vivre, parce qu'il y a une certaine autonomie dans la région de l'Est et l'Ouest. On ne parle pas de scission du pays, mais on a une certaine autonomie quand même du pouvoir, comme vous dites. Au lieu d'avoir un homme fort, on en a deux aujourd'hui ou plus. Mais justement, le problème n'arrive pas à trouver de solution. Alors, Ali El-Harichi. Vous savez, après les indépendances, on revient en Afrique. Après les indépendances, la majorité des régimes, surtout en Afrique subsaharienne, et puis le cas de Kadhafi, on peut en parler, on disait qu'il fallait avoir un parti unique, parce que seul un parti unique autour d'un homme peut unir et construire un pays. Donc, c'était une manière d'éliminer tous les opposants. Et c'est ce qui s'est passé. Et la transition démocratique n'a commencé en Afrique réellement qu'à partir de 1990, donc la troisième vague, comme disait Samuel Huntington, et qui se poursuit encore avec des conférences nationales et parfois malheureusement des coups d'État et autres. Kadhafi, c'est ce qu'on appelle un régime populiste, parmi les régimes populistes qui fondent leur pouvoir sur un homme qui peut, comme j'ai dit tout à l'heure, comme il a bien dit, pas d'armée régulière, on travaille avec des mercenaires, pas d'institutions, des tribunaux populaires, et c'était une manière d'avoir ces systèmes populistes. On en a eu en Afrique subsaharienne, et même parfois ils arrivaient à des systèmes totalitaires. Donc maintenant, ce que vous avez... Le système fédéral, je pense, est un très bon système pour pouvoir réunir et faire converger les intérêts de tout le monde. Parce que si on parle de tribus, l'Inde et 200 communautés qui sont différentes, c'est à travers la démocratie, c'est un pays où il y a plus d'1 milliard de personnes, et c'est ce qu'on appelle avec une discrimination positive, c'est-à-dire un quota, donc pour pouvoir mettre tout le monde dans le pouvoir, et bien sûr ce sont les élections qui déterminent qui a le pouvoir. Alors un système fédéral permettra d'une part que toutes les tribus ou toutes les composantes, parce que en février, on a parlé de la constitution d'une commission de haut niveau à travers tous les acteurs libyens. Donc s'ils arrivent à avoir une liste électorale, une loi électorale qui va déterminer la composition au niveau des législatifs et puis qui donnera aussi l'exécutif, chaque tribu ou chaque acteur, que ce soit parti politique ou autre, aura une représentation, on peut avoir
construire la Libye. La Libye a été déconstruite par Kadhafi, il faut le dire. C'était pas un État comme nous le connaissons, l'État moderne avec les institutions, voilà, les trois pouvoirs. Voilà. Il y avait les pouvoirs, mais c'était une gestion qui a été essayée, mais qui n'a pas donné. À l'image un peu du personnage aussi. Oui, à l'image un peu du personnage. Avec le livre vert et tout ce que vous voulez. Donc, peut-être ce système fédéral, parce que quels sont les problèmes de la Libye aujourd'hui, 12 ans après? D'abord, c'est un pays qui n'arrive pas à se construire et de n'avoir un seul gouvernement. Le deuxième problème, il y a beaucoup d'abus qui ont été faits. Donc, on parle de justice transitionnelle. Et ça, c'est très important. Beaucoup d'États sont passés par là. Quand on parle de justice transitionnelle, c'est un moyen de compromis. Celui qui a fauté et l'autre peuvent se mettre, et il y a le pardon. Ça fait partie du compromis. L'Afrique du Sud le fait. On peut dire même le Maroc avec l'IER. Oui. Cette justice transitionnelle, c'est un moyen aujourd'hui dans le droit humanitaire qui fait passer, c'est-à-dire de passer d'une page et passer à quelque chose une nouvelle page, c'est-à-dire passer à autre chose. Il y a aussi, quand vous parlez de l'économie, effectivement, il y a un problème d'économie. Comment sont partagées les richesses? Qui prend les hydrocarbures de la Libye? Et puis, ce n'est pas dans les mêmes régions. Donc, c'est pour cela que peut-être un système fédéral permettra d'abord la répartition de la représentation pour tous les acteurs et la répartition des richesses de la Libye. Exact. Maintenant, le problème, malheureusement, de la Libye, c'est qu'il y a presque 6 ou 7 frontières et beaucoup de pays qui sont voisins, il y a des problèmes qui ont d'abord été exportés par les armes libyens. Et les intérêts, les enjeux d'autres pays ne sont pas seulement dans la Libye. Quand vous parlez, par exemple, de l'Occident ou de la France, Paris, oui. Paris, il a des intérêts. Avant, il y avait les forces Serval et puis la force Barkhane qui est intervenue au niveau du Sahel et qui protégeait leurs intérêts, surtout dans la région et au Niger, pour l'uranium nigérien. Absolument. Maintenant, la Libye, il est frontalière avec le Niger. S'il y a des problèmes, l'armée française n'est plus là. Il a été délogé par le Mali et puis par le Burkina et par les autres pays. Il y a les Russes qui sont là, il y a les forces Wagner. Donc, les enjeux parfois sortent de la Libye, parce que la Libye, comme il n'y a pas de gouvernement, comme il n'y a pas de gestion qui se fait dans un État avec ses pouvoirs, son armée, les enjeux sont extérieurs, font que parfois, peuvent toucher l'instabilité de la Libye. Un dernier exemple, si vous voulez, ce qui s'est passé au Soudan dernièrement, on a vu que l'un qui soutient la Libye, c'est-à-dire les Émirats, et l'Arabie saoudite, c'est-à-dire qui soutiennent la même personne, ils ont soutenu c'est-à-dire les deux factions, que ce soit le président au niveau soudanais ou bien son vice-président. Donc l'un a été soutenu par l'Arabie saoudite et l'autre par les Émirats. Donc il y a tellement d'enjeux, il ne faut pas oublier le Tchad avec toute cette frontière, et tout cela nous mène encore à la migration, à tous les défis qui sont sécuritaires et voilà, de la migration. Et d'ordre de l'immigration, alors vers l'UE, vous avez soulevé tout à l'heure cette augmentation exponentielle. On parle même ils sont venus une fois vers le Maroc, si vous vous rappelez de la vague qui était venue malheureusement à Nador et à Libya. Absolument. Mais là, justement, se pose cette question pas deux ondes de choc, parce qu'il y a des ondes de choc vers le nord et le sud de ce qui se passe en Libye. Il y a l'Italie qui essaye tant bien que mal d'établir un semblant de dialogue avec les Libyens. Cette visite, cette rencontre, moi je voudrais vous interpeller, Nabila Adel, si vous le permettez, sur le rôle de l'Égypte. Le ministre des Affaires étrangères italien qui rencontre son homologue égyptien et qui, à l'issue de cette rencontre, déclare que, je cite, « Nous devons trouver une solution à la question libyenne », ça c'est l'Italien qui le dit, « Nous constatons qu'il y a encore aujourd'hui une grande tension et nous espérons parvenir à un accord entre les parties pour permettre la tenue des élections ». Et d'ajouter que l'Égypte est un partenaire important et son rôle est primordial. C'est pourquoi nous devons coopérer avec ce pays afin de trouver une solution positive à la question de la Libye. Que peut faire, fin de citation, que peut faire et donc contribuer à résoudre la question de la migration illégale. Bref, que peut faire l'Égypte? Que fait déjà l'Égypte? En fait, d'abord l'Égypte est un pays frontalier à la Libye. Oui. Et donc tout ce qui arrive en Libye peut se transmettre en Égypte. C'est la raison pour laquelle la position de l'Égypte est une position qui est assez claire. Moi, je veux quelqu'un comme le maréchal Haftar parce qu'il est seul à pouvoir amener l'ordre et puis la Libye.
Et bon, tout ce que fait le gouvernement de Tripoli, pour eux, ce n'est pas crédible et on préfère maintenir l'ordre par la force. Dans ce processus, l'Italie est une victime parce que les vagues migratoires vont d'abord se déverser en Italie, mais malheureusement, il n'a pas grand-chose à faire. Il n'a aucune carte à faire valoir. Et maintenant, l'Égypte a une position beaucoup plus forte que l'Italie puisque l'Égypte soutient une partie au conflit et la partie la plus puissante, bien sûr, aux côtés des Émirats, de l'Arabie Saoudite et de la Russie. Et donc, sur ce point-là, la position de l'Égypte est beaucoup plus forte dans les discussions. Et aujourd'hui, je pense que tout le monde essaie de gagner du temps en attendant les élections en Turquie. Si Erdogan est battu, croyez-moi, il y aura une autre configuration de dossier libyen, parce que là, il n'y aura personne pour soutenir le gouvernement, je parle militairement, pour soutenir militairement le gouvernement de Tripoli. Et là, une offensive faite par le maréchal Haftar ne trouvera personne pour l'arrêter. En tout cas, l'ONU espère un accord d'ici la mi-juin. Hein. Et je pense que l'ONU est en train de rêver. Tant que nous n'avons pas. C'est les Nations Unies quand même, Nabil Adel. Oh. Ben oui, il leur arrive de se tromper, hein, je vous assure, ils sont trompés plusieurs fois. D'ailleurs, ils ont eu des élections en 2021. Ils ont prévu des élections en décembre 2021. Nous sommes en 2023, il n'y a toujours pas d'élections. Donc vous avez des forces sur le terrain et ce sont ces forces qui vont dicter la marche à suivre. Tant que l'ONU ou les États-Unis ne veulent pas intervenir militairement pour changer la donne, parce qu'ils savent que les conséquences sont beaucoup plus coûteuses et le professeur Al-Harachi a parlé tout à l'heure d'intervention de la France en 2011 qui a causé tout excusez-moi le terme, tout ce bazar. Donc aujourd'hui, personne ne va intervenir militairement, sauf Wagner et la Turquie, pour d'autres considérations qui ne sont pas liées à la question de la Libye. Donc aujourd'hui, si vous allez voir, ils vont se réunir, ils vont discuter, ils vont sortir des accords. On ne peut plus langue de bois comme celui de l'Italie, il faut trouver un compromis, le peuple libyen doit s'exprimer. Bon, donc vous pensez que cette réunion de Bosneka qui est censée justement mettre en place un cadre légal, juridique, donc mettre les lois ou élaborer des lois pour régir et cadrer les élections législatives et présidentielles, cette réunion pourrait effectivement ne servir à rien. Non, pas ne servir à rien. Non, pas ne servir à rien. Alors, ne pas servir à grand-chose. Voilà. Non, il y a toujours des avancées, de petites avancées qui règlent une partie du conflit, mais vous avez le cœur du problème qui est là. C'est que si demain vous dites, et comme c'est sur la table aujourd'hui, on ne veut pas de militaires, on ne veut pas de binationaux, donc vous excluez mécaniquement l'homme fort qui est Haftar. Haftar contrôle l'essentiel de la Libye avec des armes, donc le problème est vite réglé. Quelles que soient les lois électorales avec lesquelles vous allez sortir, s'il n'y a pas quelqu'un pour les imposer aux parties prenantes, ben, ils ne seront pas appliqués. Et aujourd'hui, les parties prenantes sont divisées. Ce vers quoi on va s'orienter vraisemblablement, c'est malheureux à dire, mais c'est aller vers le pourrissement de la situation jusqu'à ce que tout le monde se dise on n'en peut plus, réglons ça s'il le faut par une dictature ou un coup d'État, et vous allez avoir un maréchal Haftar qui va foncer sur Tripoli, et puis personne pour l'arrêter si jamais Erdogan n'est pas réélu. Maintenant, donc pour vous, le sort de la Libye reste tributaire du résultat des élections, du second tour des élections présidentielles qui se tiennent ce week-end en Turquie. Entre autres. C'est une dimension importante parce que la seule puissance qui est intervenue militairement aux côtés du gouvernement de Tripoli, c'est la Turquie. Oui. Et donc aujourd'hui, si cette force n'est plus là pour intervenir, le champ sera libre devant le maréchal Haftar. Donc c'est pour ça que tout le monde est en train de gagner du temps dans cette affaire, en attendant de voir ce qu'il va advenir mais si effectivement il n'y a pas de loi qui légitimise la candidature du maréchal Haftar, là on tourne en rond. Oui, mais c'est ce que je vous dis depuis tout à l'heure. Ouais. On est en train de tourner en rond. Oui. Alors, autre question, est-ce qu'il peut y avoir un risque de retour, il y a déjà crise aujourd'hui, profonde d'ailleurs, mais un retour à des affrontements sur le terrain, des affrontements militaires à l'El-Harichi et même, voire même une guerre civile? J'aime toujours citer Raymond Aron qui parlait donc de paix improbable, mais
peut-être que la guerre civile, c'est quelque chose de dépassé aujourd'hui. Les Libyens ont compris. Même le général ou le maréchal Haftar, je pense qu'il a compris. Il ne peut pas régner qu'avec la force. C'est vrai, il a le pouvoir des armes. Et les Libyens, et quand on voit en février, il y a un haut comité, c'est-à-dire qui est sorti de l'ONU. Il y a eu un préaccord pour pouvoir aller dans ce qu'ils sont en train de discuter aujourd'hui, donc depuis ces 2 jours à Bosneka. Et les Libyens n'en peuvent plus. Même en parlant de l'Europe, on ne peut pas laisser que cette zone redevient instable et à une guerre civile. Parce que tout à l'heure, vous parlez de la Libye. Parce que de l'Italie. L'Italie, il paye le plus grand tribut de la migration clandestine. Et qui est délaissé par l'Union européenne. Parce que, in fine, qui paye le prix? C'est l'Italie. Oui. Et ils sont où les autres pays du Vénézuela? En plus, elle paye le prix, mais oui, avec des accords de l'Union. Parce qu'il y a l'accord de Dublin 1 et l'accord de Dublin 2 qui réglementent, plus le dernier accord de l'Union, qui réglemente, c'est-à-dire par où vous êtes entré en Union européenne. Le pays qui est responsable, quel que soit que vous soyez venu d'une manière clandestine, illégitime, vous êtes responsable de ces personnes-là. Donc, les accords de Dublin, ils lient les mains de l'Italie. C'est pour cela que l'Italie, il y a une semaine, ils ont commencé, il faut arrêter cette... Il faut trouver une solution. S'ils sont partis voir M. Sisi ou le président Sisi, c'est parce qu'il y a une grande frontière, bien sûr, la plus grande frontière de la Libye est avec l'Égypte, pour trouver une solution. Parce que s'il y a guerre civile, maintenant, l'immigration va encore s'intensifier. C'est-à-dire, on va revenir à avant 2015, parce que maintenant, il y a toujours de la migration clandestine, mais pas de la même manière, enfin, pas de la même intensité. Donc, les Libyens, aujourd'hui, vont arriver à des élections. À mon sens, à des élections, peut-être les résultats, parce que quand même, il y a les intérêts de beaucoup de pays qui sont là, en Libye, et à côté de la Libye. Mais est-ce que ces pays-là ne profitent pas du chaos justement pour tirer profit? À un certain moment, ils ont perdu les profits qu'ils avaient. Très bien. Et maintenant, ils ont besoin que la Libye soit stable. J'ai dit tout à l'heure, quand on a parlé de la France ou d'autres, ils ont perdu les profits qu'ils avaient. Je ne parle pas seulement de la Libye, mais je parle des pays qui sont et qui ne peuvent plus contrôler aujourd'hui. Donc l'intérêt pour tout le monde, c'est d'avoir une zone stable. Et quand on parle du Maroc, le Maroc, il joue un rôle très important parce que la stabilité dans cette région-là, elle ne concerne pas seulement l'Afrique du Nord, l'Afrique et l'Europe, il concerne aussi, on parle du Moyen-Orient. La Libye, c'est le voisin de l'Égypte. Si ça vraiment éclate, et puis on a une contagion avec tous les problèmes que nous avons que nous essayons de dépasser. On a vu quand même un sommet de la Ligue arabe qui est sorti avec des solutions très importantes et qui a quand même parlé du rôle du Maroc pour instaurer ce compromis et cette paix et cette sécurité au niveau de la Libye. Les Nations Unies, ils sont très conscients parce que ce n'est pas un problème qui concerne un pays ou une région, il concerne le continent, les 3 continents si vous voulez, l'Asie aussi, et il concerne plusieurs défis que nous connaissons aujourd'hui. Parce que s'il y a de la stabilité, nous aurons encore des armes et on a le problème aussi des armes malheureusement qui ont été entre les mains de l'AQMI. Et des terroristes, absolument, des mouvements terroristes et séparatistes aussi. Mais bien sûr, terrorisme est égal à séparatisme. J'ai écrit un article en 2011 en disant que d'ailleurs c'était un coup qui a été fait à côté de Tindouf par le mouvement Moujaou, le mouvement d'unicité du djihad en Afrique de l'Ouest et qui est sorti de l'AQMI, Al-Qaïda au Maghreb islamique, et on avait parlé de séparatiste est égal à intégriste ou plutôt extrémiste, et c'est ce qui a donné malheureusement toute cette vague, cette nébuleuse au niveau de la région du Sahel et qui continue aujourd'hui malheureusement. Plus au sud et qui arrive même à l'est de l'Afrique, jusque-là épargné par on parle de Al-Morabeton, ils se sont groupés dans d'autres groupes parce qu'il y avait les Katiba, donc c'est toute une nébuleuse qui met en danger non seulement l'Afrique, mais vraiment le monde entier. Instant de choc, le Maroc aussi est concerné. C'est pour cela qu'on intervient et que le rôle du Maroc, c'est l'instauration de la paix par d'autres moyens, par l'économie,
par les élections et par d'autres moyens dans la région, d'autres choses. C'est-à-dire, quand on parle du gazoduc Nigeria-Maroc, ce n'est pas un gazoduc qui va concerner il va concerner les pays de l'Afrique de l'Ouest et le Maroc et le Nigeria, et ça va permettre un développement dans ces régions-là. Donc ça permettra une stabilité, tant qu'il y a des stabilités, parce que c'est des ondes de choc. La Libye aussi, ces problématiques vont rester à l'intérieur de la Libye et seront résolues d'une manière, je pense, les acteurs libyens sont aujourd'hui, 12 ans après, veulent arriver à un moment de paix où des enfants, des femmes, tout le monde, des hommes veulent vivre en paix, en sécurité, et pas sous un diktat comme cela a été auparavant, mais sous une forme peut-être de démocratie fédérale ou autre, mais ils en ont besoin et le temps est arrivé, je pense, c'est ce qu'on souhaite en fait. Une dernière question, Nabil Adel. Je parlais justement des efforts du Maroc, mais il y a des résultats parce qu'il y a cette question de légitimité, il y a cette question de ce Conseil de souveraineté. On parle de position souveraine, voilà, je cherchais le mot, de position souveraine, 2 postes de souveraineté sur 7 ont été appliqués grâce à un accord qui a été signé au Maroc, et c'était en 2021, en janvier 2021 pour être plus exact. Donc, qu'est-ce que ces postes de souveraineté, et est-ce que déjà 2 sur 7, c'est un bon début pour arriver à ce consensus, pour arriver à mettre de côté les rivalités politiques libyennes et renoncer à certaines positions actuelles pour participer aux élections législatives et surtout présidentielles? Ce sont ces petites accumulations qui font que demain, on va avoir une base sur laquelle on peut construire. Maintenant, le Maroc est face à une situation où vous avez 2 protagonistes. Donc, le plus puissant n'a aucun intérêt à avoir des élections sanctionnées parce que c'est une démocratie qui peut ramener les frères musulmans. Et donc, on vient de clôturer le chapitre du printemps arabe en Tunisie avec le coup d'État de Kais Saïd. C'est pas pour le rouvrir en Libye. Donc, ça, c'est une manière de lire les événements. Vous avez de l'autre des gens qui disent non, laissons les Libyens eux-mêmes décider de leur sort et nous, on est là pour les aider. Ça, c'est la position du Maroc, qui est tout à son honneur. Maintenant, le Maroc doit être dans une démarche pragmatique et savoir que aussi, bon, ça, ce que je dis n'engage que moi, quel dividende les entreprises marocaines pourraient tirer une fois que le problème est réglé. Il ne faut pas qu'on soit parti dans tout le processus de réconciliation et qu'on soit out dans le processus de Mais c'est ce qui fait l'unicité. Quand je parlais de l'approche marocaine qui est unique, et vraiment, on le remarque, je dis cela en toute objectivité, les faits en parlent, et cela va à l'encontre de ce que vous dites. Je ne suis pas en train de vous contredire, mais je suis juste en train de mettre en lumière une réalité. Aujourd'hui, le Maroc est le seul acteur qui n'a aucun intérêt à ce que le conflit libyen soit résolu. Et je pense que cette approche qui est vraiment sans réel enjeu économique fait l'unicité et le caractère vraiment crédible de cette approche marocaine. Donc ce que vous dites là, ça va vraiment à l'encontre de ce qu'on avance et de l'essence même de l'approche marocaine sur la résolution de ce conflit libyen par le dialogue. Alors, encore une fois, c'est une démarche qui est louable, mais encore une fois, en relation internationale, on doit être pragmatique. Ok. Effectivement, le Maroc est à la même distance de toutes les parties, même si, dans le fond, sa position se rapproche plus de celle de l'ONU que de celle du maréchal Haftar, mais pendant les discussions, il est à équidistance de toutes les parties prenantes, c'est une bonne chose. Exact. Il les laisse parler, discuter, ce sont ces petites avances sur lesquelles on peut construire plus tard. C'est également une bonne chose. Maintenant, d'un point de vue purement pragmatique, il ne faut pas, comme j'ai dit, que le Maroc fasse tout l'effort depuis 2015 de réconciliation et qu'il soit dans la construction. C'est ça les enjeux. Effectivement, le Maroc peut avoir cette supériorité, on va dire, morale, de n'avoir pas d'intérêt immédiat, mais il ne faut pas non plus qu'il soit dans une démarche altruiste qui ne sied pas aux enjeux des relations internationales. Dans les relations internationales, ce sont les intérêts qui priment, et le Maroc doit pouvoir penser au-delà de ce qu'il fait maintenant à ses intérêts plus tard, notamment en Libye. Donc, comme j'ai dit, les relations internationales sont marquées par le pragmatisme. Il ne faut pas que le Maroc abrite pendant 7 ans ou 8 ans toutes les discussions ayant abouti à une solution et qu'il soit exclu de la construction.
D'autant plus que nous avons un voisin à l'Est qui, lui, cherche à influer sur le cours des choses en Libye. Et si on ne prend pas en considération cette agitation, c'est le genre de choses qui peut se retourner violemment contre nous. D'accord. Donc il faut avoir à l'esprit l'intérêt du peuple libyen, frère, et c'est notre devoir, mais il faut en même temps penser que nous sommes concernés par ce qui se passe en Libye, parce que nous sommes dans la région où se trouve la Libye, et tout ce qui touche la Libye nous touchera tôt ou tard. Mais oui, mais moi j'ai envie de vous dire que l'intérêt finalement sécuritaire, il n'a pas de prix. Merci Nabil Adel en tout cas, merci d'avoir été avec nous. Je vous en prie, je vous en prie. Merci à vous également, Ali El Haji, c'était un plaisir d'échanger avec vous. Alors, c'est ainsi que touche à sa fin cet épisode consacré à la Libye. Et bien sûr, nous suivrons ce processus qui mènera, Inch'Allah, vers la tenue d'élections cet été. Merci à vous pour votre fidélité à Question d'Actu. Très bonne soirée.